Je m'appelle Woody et j'ai 32 ans. Les lumières fluorescentes me brûlaient les yeux alors que je reprenais conscience aux urgences. Ma bouche était sèche comme un désert. Un ambulancier s'est penché sur moi, le soulagement se lisant sur son visage. « Content de vous voir réveillé », a-t-il dit. « Nous avons essayé tous les numéros de vos contacts d'urgence. Aucune réponse. » Ces mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe quel scalpel. Dans cette pièce stérile, entourée d'inconnus en blouse, je ne m'étais jamais senti aussi seul. Avant de partager comment ce moment a changé toute ma vie, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires de familles brutes qui pourraient bien changer votre perspective. Le matin de mon malaise n'a pas commencé différemment de n'importe quel autre jour de ma vie. Depuis 5 ans, j'étais cadre intermédiaire chez SoftPeak Technologies, une société de logiciels en pleine croissance à Seattle. Mon réveil sonnait à 5h30 et j'étais à mon bureau à 7h, révisant les diapositives pour ma grande présentation. C'était ma routine. Je vivais et respirais mon travail, convaincu que le succès signifiait gravir l'échelle de l'entreprise plus vite que n'importe qui d'autre. Mon appartement reflétait mes priorités, des meubles minimalistes, une cuisine à peine utilisée et un bureau noyé sous les papiers. Aucune photo de famille n'ornait mes murs. La dernière que j'avais affichée, une photo de remise de diplôme avec mes parents et ma sœur, avait été rangée dans un tiroir il y a 3 ans après un appel téléphonique particulièrement houleux avec mon père, Marcus. Marcus Winston était un homme de la vieille école. Passé militaire, communication directe, attentes élevées. En grandissant, je l'admirais et le craignais à la fois. Il avait bâti son entreprise de construction à partir de rien, travaillant 14 heures par jour, et attendait le même dévouement de ses enfants. Ma mère, Hélène, était la pacificatrice. Douce mais résiliente, elle parvenait à maintenir un semblant de chaleur dans notre foyer axé sur la réussite. Puis il y avait Rebecca, ma sœur cadette de 2 ans. Enfant, nous étions inséparables. Je lui ai appris à faire du vélo, elle m'a aidé pour mes projets artistiques. Mais quelque chose a changé quand je suis parti à l'université. Rebecca est restée plus près de la maison, fréquentant une université locale et finissant par occuper un poste au service marketing de l'entreprise de notre père. Elle est devenue la fille qui était toujours là, tandis que je suis devenu le fils qui travaillait toujours. Notre relation s'est dégradée en une compétition polie. Chaque réunion de famille devenait une bataille inconsciente de réussite, sa promotion contre mon bonus, sa nouvelle maison contre mon appartement en centre-ville, son engagement communautaire contre mes relations professionnelles. Aucun de nous n'a jamais reconnu cette guerre silencieuse, mais elle empoisonnait chaque interaction. La dernière fois que j'avais parlé à ma famille, c'était 3 semaines avant mon malaise. Ma mère avait appelé pour me rappeler la célébration de son 60e anniversaire. Tout le monde sera là, avait-elle dit, l'espoir évident dans sa voix. Oncle Robert vient de Phoenix, et tante Carole apporte sa fameuse tarte aux pommes. Maman, j'ai une présentation majeure qui arrive, celle dont je t'ai parlé. Si ça se passe bien, je pourrais devenir directeur principal d'ici la fin du trimestre. La déception dans son silence était palpable. Woody, tu as dit la même chose à Noël, et à Thanksgiving avant ça. Cette fois, c'est différent. Ce client pourrait doubler notre chiffre d'affaires. Mon père a pris le téléphone. Sa voix portait cette pointe de désapprobation familière. Fils, il y aura toujours une autre présentation, un autre client. Ta mère n'a 60 ans qu'une fois. Papa, tu as bâti ton entreprise en faisant des sacrifices. C'est toi qui me l'as appris. Pas ce genre de sacrifice, a-t-il dit, sa voix inhabituellement calme. Pas ce que tu regretteras. La conversation s'est détériorée à partir de là. Des mots comme « priorité » et « obligation familiale » ont été lancés. J'ai répliqué avec « avancement de carrière » et « sécurité financière ». Quand Rebecca s'en est mêlée, suggérant que je pourrais travailler à distance pendant seulement 2 jours, j'ai mis fin à l'appel en promettant d'essayer mais sans prendre d'engagement. Je n'ai jamais rappelé, et ils ne m'ont pas rappelé non plus. Au travail, la pression montait de jour en jour. Mon patron, Gerald Thompson, m'avait confié la tâche de décrocher le contrat Meridian, un conglomérat de soins de santé cherchant à moderniser toute son infrastructure numérique, un contrat de 15 millions de dollars. Le plus gros prospect que notre division ait jamais poursuivi. Woody, le conseil d'administration suit celui-là de près, m'avait dit Gerald en me tapant sur l'épaule.
Réussis cette présentation et le poste de directeur principal est pratiquement à toi. Mon équipe était composée de Trevor, notre génie technique qui manquait de compétences relationnelles, de Diana, notre analyste de recherche méticuleuse, et de Miranda, notre nouvelle recrue, qui apportait de nouvelles perspectives mais nécessitait un encadrement. Je les ai poussés durement, mais je me suis poussé encore plus durement. Les journées de 16 heures sont devenues la norme. Les sessions de travail le week-end étaient obligatoires. Miranda a exprimé son inquiétude un soir alors que nous commandions notre 3e tournée de plats à emporter. Woody, quand as-tu dormi plus de 4 heures pour la dernière fois? Je l'ai écarté d'un geste de la main. Le sommeil, c'est pour après qu'on aura décroché Méridian. Les signes avant-coureurs étaient là. Des maux de tête persistants que les analgésiques soulageaient à peine. Des moments de vertige quand je me levais trop vite. Une oppression thoracique que j'attribuais au stress. Ma routine matinale s'est enrichie d'un nombre alarmant de compléments et de boissons énergisantes. Mon armoire de salle de bain s'est remplie d'aides au sommeil qui fonctionnaient rarement. En y repensant, je me demande si ma famille sentait que quelque chose n'allait pas. Ma voix trahissait-elle mon épuisement lors de ce dernier appel? Ma mère a-t-elle entendu la tension sous mes excuses? Mon père a-t-il reconnu l'ambition creuse qui me motivait, si différente de son éthique de travail déterminée? Je ne le saurais jamais, car je refusais de montrer de la faiblesse, que ce soit à eux ou à moi-même. Dans mon esprit, le succès exigeait des sacrifices, et je ne faisais que payer le prix nécessaire. Je m'étais convaincu qu'une fois que j'atteindrais le poste de directeur principal, les choses se calmeraient. Je renouerais avec ma famille, peut-être même que je recommencerais à sortir après la fin de ma relation avec Heather 2 ans plus tôt. Le week-end avant ma présentation, j'ai décliné une invitation de Trevor à le rejoindre avec des collègues pour un verre. Au lieu de cela, j'ai répété ma présentation à plusieurs reprises, peaufinant chaque diapositive, anticipant chaque question possible. Mon appartement est devenu une salle de guerre avec des graphiques et des analyses de concurrence scotchées au mur. Je subsistais de café et de barres protéinées, ignorant les palpitations cardiaques de plus en plus fréquentes qui me laissaient à bout de souffle. Dimanche soir, mon père a de nouveau appelé. J'ai laissé la messagerie vocale. Son message était bref, ta mère s'ennuie de toi. Appelle-la, même si tu ne peux pas venir. Je l'ai écouté 2 fois, j'ai ressenti une pointe de culpabilité, puis je suis retourné à ma préparation. La famille devrait attendre encore un peu. C'était ma vie avant l'effondrement. Poussée par l'ambition, mais dépourvue de connexion. Pleine de contacts professionnels, mais manquant de vrais amis. Poursuivant un avenir si intensément que j'avais perdu de vue le présent. J'étais devenu exactement ce que mon père craignait, réussi sur le papier, mais en faillite dans tous les domaines qui comptaient vraiment. Le lundi matin est arrivé avec un ciel menaçant et un orage annoncé. Je me suis réveillé avant mon réveil, une pression sourde derrière les yeux signalant un autre mal de tête en préparation. Sous la douche, j'ai laissé l'eau bouillante marteler mes épaules, espérant libérer la tension qui s'y était installée de façon permanente. Le visage dans le miroir de ma salle de bain me semblait étranger. Des joues creuses, des cernes sombres, une peau pâle malgré mon teint naturellement olive. Tiens bon aujourd'hui, ai-je dit à mon reflet, avalant 2 analgésiques avec une gorgée d'eau. Ma tenue de présentation avait été préparée des jours à l'avance, mon costume gris anthracite porte-bonheur, une chemise blanche impeccable et la cravate bleue que ma mère m'avait offerte il y a 3 anniversaires. Ça fait ressortir tes yeux, avait-elle dit. C'était le seul objet personnel que je m'autorisais en ce jour crucial. Le bureau bourdonnait d'une énergie inhabituelle quand je suis arrivé à 6h30. La salle de conférence avait été transformée pendant la nuit. De nouvelles chaises entouraient l'immense table en chêne, des fleurs fraîches ornaient la crédence et le support technique effectuait les dernières vérifications du système de projection. Miranda s'est approchée avec une tasse de café. Fais comme tu l'aimes. Double dose, sans sucre. Merci, ai-je dit en prenant la tasse. L'analyse de marché révisée est arrivée? Sur ton bureau. Mais Woody, a-t-elle hésité en étudiant mon visage, tu te sens bien? Tu as l'air vraiment pâle. Juste le trac de la présentation, ai-je menti, ignorant comment la pièce tanguait légèrement quand je tournais la tête. Rien d'inhabituel. Trevor est apparu, tablette à la main. L'équipe de Méridian vient d'arriver dans le parking, 6 d'entre eux, y compris leur PDG. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Catherine Wilson,
La PDG notoirement exigeante de Meridian, assistait rarement aux présentations initiales. Sa présence signalait soit un intérêt exceptionnel, soit une occasion de rejeter personnellement les fournisseurs. Et Gérald dit que toute l'équipe de direction sera présente, a ajouté Diana en rejoignant notre cercle. Les 5 vice-présidents. La pression s'est intensifiée. Ce n'était plus seulement le contrat Meridian qui était en jeu, mais une performance devant toute notre direction. Ma vision s'est brouillée momentanément, et je me suis agrippé au dossier d'une chaise pour me stabiliser. Laisse-nous gérer les questions techniques, a dit Trevor, interprétant à tort mon geste comme de l'anxiété. Toi, fais juste ta magie Woody sur la vue d'ensemble. À 7h45, la salle de conférence s'est remplie de monde et de parfums concurrents. Les présentations se sont enchaînées dans un flou alors que je serrais la main de l'équipe de Meridian, de nos dirigeants et de 2 membres du conseil d'administration qui avaient décidé d'assister à la dernière minute. 23 personnes allaient être témoins soit de mon plus grand triomphe professionnel, soit de mon échec catastrophique. Gérald a ouvert avec des banalités et une présentation de l'entreprise avant de m'introduire. Et maintenant, notre architecte de solutions et chef d'équipe, Woody Winston, va vous présenter notre proposition pour la transformation numérique de Meridian. La salle est tombée dans le silence alors que je me levais. Les premières diapositives se sont déroulées sans accroc alors que je décrivais notre compréhension des défis de Meridian, systèmes obsolètes, vulnérabilité de sécurité, flux de travail inefficace. Catherine Wilson a hoché la tête avec approbation lorsque j'ai mentionné des points de douleur spécifiques que son personnel avait partagés lors de notre phase de découverte. 15 minutes plus tard, je l'ai senti, un léger tremblement dans mes mains, une difficulté croissante à former des phrases complètes. La température de la pièce semblait fluctuer entre glacial et étouffant. La sueur perlait sur mon front malgré la climatisation. Notre calendrier de mise en œuvre accélère les bénéfices tout en minimisant les perturbations, ai-je expliqué en passant à la diapositive suivante. Les mots à l'écran ont doublé, puis triplé. J'ai cligné des yeux avec force, les forçant à se recentrer. Woody. La voix de Gérald semblait venir de sous l'eau. Les métriques de retour sur investissement. Oui, bien sûr, ai-je marmonné, tâtonnant avec la télécommande du présentateur. Nos projections de retour sur investissement indiquent des économies de première année 2. La pièce a basculé de façon spectaculaire. Les visages autour de la table se sont déformés comme dans un miroir de fête foraine. Un bourdonnement aigu a rempli mes oreilles, noyant ma propre voix. Mes jambes se sont soudainement senties déconnectées de mon corps. Je m'excuse, ai-je réussi à dire. J'ai juste besoin d'un moment pour. La dernière chose dont je me souviens est l'expression alarmée de Catherine Wilson alors que je tendais la main vers le bord de la table et que je la manquais. Le sol s'est précipité vers moi, et l'obscurité a tout englouti. La conscience est revenue par fragments. Des voix criant de faire de la place. Quelqu'un desserrant ma cravate. Le sol frais contre ma joue. Puis des mains me roulant sur quelque chose de ferme. Du mouvement. La sirène hurlante. Tension à 70/40e et en baisse. Fréquence cardiaque à 130 et irrégulière. Monsieur, vous m'entendez? Serrez ma main si vous m'entendez. J'ai essayé de répondre, mais mon corps a refusé de coopérer. À travers mes yeux mi-clos, j'ai vu le visage inquiet de Trevor au-dessus de moi alors que les ambulanciers me soulevaient dans une ambulance. Sa liste de contacts d'urgence, a demandé quelqu'un. La voix de Trevor, son téléphone est verrouillé. Il a mentionné que ses parents vivent à Portland. Le nom de son père est Marcus, je crois. Nous allons essayer l'annuaire. Monsieur, restez avec nous, monsieur. L'intérieur de l'ambulance tournait comme un manège de fête foraine. Un masque à oxygène couvrait mon visage, des piqûres d'aiguilles dans mon bras, l'ambulancier criant mon nom à plusieurs reprises, puis de nouveau l'obscurité miséricordieuse. Plus tard, j'ai appris ce qui s'est passé après que j'ai perdu connaissance. La présentation s'est terminée brusquement lorsque les ambulanciers ont été appelés. Diana avait rassemblé mes documents pendant que Trevor m'accompagnait à l'hôpital. Gérald avait en quelque sorte sauvé la réunion, promettant de la reprogrammer une fois que son précieux membre de l'équipe serait rétabli. Catherine Wilson avait en fait exprimé son inquiétude, demandant à être tenue au courant de mon état. Rien de tout cela n'avait d'importance sur le moment. Alors que l'ambulance filait à travers le trafic de Seattle, mes ambitions de carrière et 5 années de travail acharné se sont évanouies dans l'insignifiance.
dans cet état suspendu entre la conscience et l'oubli, une seule pensée a fait surface, si je meurs aujourd'hui, qui me pleurera vraiment? Qui sentira un vide en forme de Woody dans sa vie? La réponse me terrifiait plus que mon corps défaillant. Le bip régulier de l'équipement médical m'a tiré de l'obscurité. Mes paupières me semblaient incroyablement lourdes, mais je les ai forcées à s'ouvrir sur un monde d'un blanc aveuglant, plafond d'hôpital, support de perfusion, équipement de surveillance. La réalité s'est assemblée en fragments douloureux. Le voilà, a dit une voix douce. Un homme d'âge moyen en blouse blanche est entré dans mon champ de vision. Monsieur Winston, je suis le docteur Williams. Vous êtes à l'hôpital Seattle Memorial. Me comprenez-vous? J'ai essayé de parler mais n'ai produit qu'un râle sec. Une infirmière a tenu une paille à mes lèvres et j'ai siroté de l'eau fraîche avec reconnaissance. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je finalement réussi à dire, ma voix inconnue à mes propres oreilles. Vous avez eu un épisode de syncope pendant votre réunion. En termes simples, vous vous êtes évanoui, mais c'était bien plus grave qu'un simple évanouissement. Le docteur Williams a vérifié les moniteurs à côté de mon lit. Votre corps a essentiellement fait grève, monsieur Winston. Épuisement sévère, déshydratation, et ce qui semble être une cardiomyopathie de stress. Votre cœur était littéralement en train de lâcher à cause du surmenage. L'ironie ne m'a pas échappé. Mon corps reflétant ma vie professionnelle. Nous vous avons stabilisé maintenant, mais je dois être franc. Si cela s'était produit alors que vous conduisiez ou seul dans votre appartement, nous pourrions avoir un résultat très différent. Vous avez de la chance. Chanceux, ne décrivez pas ce que je ressentais. Ma tête me lançait. Ma poitrine me faisait mal à chaque respiration. Même le bout de mes doigts semblait pulser de douleur. Le docteur Williams a poursuivi, son ton s'adoucissant, nous avons essayé de contacter vos contacts d'urgence. Parents, sœurs. Il a fait une pause. Nous avons essayé tous les numéros. Aucune réponse. Ces mots ont atterri comme des coups physiques. Aucune réponse. Pas injoignable. Pas occupé. Simplement aucune réponse. Votre collègue Trevor a fourni les numéros, mais nous n'avons pu joindre personne. Il est dans la salle d'attente depuis votre arrivée. Trevor? Le même Trevor que j'avais réprimandé la semaine dernière pour avoir pris un long déjeuner. Le même collègue avec qui je socialisais à peine en dehors des réunions de projet. Puis-je le voir, ai-je demandé. Le docteur Williams a brièvement hoché la tête. Vous avez plus besoin de repos que de visiteurs. Trevor est entré maladroitement, le soulagement visible sur son visage normalement stoïque. Mec, tu as fait une de ces peurs à tout le monde. Désolé pour la présentation, ai-je dit automatiquement, les instincts d'entreprise guidant toujours mes préoccupations. Oublie la présentation. Gérald s'en est occupé. Catherine Wilson semblait en fait plus inquiète pour toi que pour la proposition. Elle a demandé à Gérald d'envoyer des nouvelles de ton état. Il s'est agité, mal à l'aise. Ont-ils réussi à joindre ta famille? La question m'a piqué. Non. C'est bizarre. Je leur ai donné tous les numéros de ta fiche de contact d'urgence. Trevor a froncé les sourcils. Tu veux que j'essaie de les appeler directement? Non, ai-je dit trop rapidement. Pas la peine. Ils sont probablement occupés par quelque chose. L'excuse sonnait creux même pour moi. Qu'est-ce qui pourrait bien empêcher des parents et une sœur de répondre à de multiples appels d'un hôpital? Trevor est resté encore 10 minutes, me mettant au courant des réactions du bureau et m'assurant que mon emploi était en sécurité. Gérald a dit de te dire que la santé passe avant tout. La présentation Méridian peut être reprogrammée. Après son départ, l'embarras m'a envahi. Mes collègues de travail montrant plus d'inquiétude que mes propres parents. J'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet, grimaçant alors que le mouvement tirait sur ma perfusion. Les notifications remplissaient mon écran, 12 messages de Gérald, 7 de Diana, 5 de Miranda. Même Catherine Wilson avait en quelque sorte obtenu mon email, m'envoyant des vœux de rétablissement et l'assurance que mon urgence médicale n'aurait pas d'impact négatif sur leur décision de fournisseur. Rien de Marcus, Hélène ou Rebecca Winston. J'ai composé le numéro de mon père, écoutant 6 sonneries avant que la messagerie vocale ne se déclenche. Papa, c'est Woody. Je suis à l'hôpital. Seattle Memorial. Rien de trop grave,
mais appelle-moi quand tu auras ce message. Ensuite, ma mère. Même résultat. Puis Rebecca. Rien. Je me suis dit qu'il devait y avoir une explication. Peut-être qu'ils étaient tous allés quelque part avec une mauvaise réception. Peut-être qu'ils étaient en vol. Mais ces rationalisations semblaient fragiles face à la froide réalité, je les avais systématiquement repoussées pendant des années. Et maintenant, au moment où j'avais besoin d'eux, ils étaient simplement absents. À l'approche du soir, l'hôpital s'est calmé. Le changement de service a amené de nouvelles infirmières qui ont vérifié mes signes vitaux et ajusté mes médicaments avec un détachement professionnel. Le docteur Williams est revenu brièvement, satisfait de l'amélioration de mes chiffres, mais insistant sur le fait que je devais rester hospitalisé pendant au moins plusieurs jours. Votre cœur a besoin de temps pour récupérer, Monsieur Winston, et franchement, le reste de vous aussi. Quand avez-vous eu pour la dernière fois une vraie nuit de sommeil ou un repas qui ne provenait pas d'un distributeur automatique? Je ne m'en souvenais pas. C'est ce que je pensais, a-t-il dit en prenant des notes dans mon dossier. Considérez cela comme une réinitialisation obligatoire. Votre corps ne supportera pas ce rythme indéfiniment. Laissé seul, j'ai affronté le plus terrifiant des compagnons, le silence. Pas de téléphone qui sonne, pas de notification par email, pas de délai de projet, juste le bourdonnement de l'équipement médical et mes propres pensées résonnant dans une pièce stérile. J'avais construit toute mon identité autour de la réussite professionnelle. Enlever ça, et qui étais-je? Que restait-il de Woody Winston une fois les présentations, les sessions de stratégie et les réunions clients dépouillées? La réponse semblait être un homme dans un lit d'hôpital, sans personne se précipitant à son chevet. Alors que la nuit tombait complètement, la solitude est devenue une présence physique, lourde sur ma poitrine. J'ai de nouveau attrapé mon téléphone, cette fois en ouvrant les réseaux sociaux. Peut-être y trouverais-je une explication au silence de ma famille, une indication qu'ils étaient injoignables pour une raison légitime, et non pas simplement en ignorant leurs fils et frères en détresse. Ce que j'ai trouvé allait faire voler en éclats ma réalité si soigneusement construite. Mon doigt s'est arrêté sur l'icône de Facebook. Je consultais rarement les réseaux sociaux, les considérant comme une distraction à la productivité. Mon profil existait principalement comme un outil de réseautage professionnel, soigneusement organisé pour montrer les étapes de ma carrière plutôt que des moments personnels. L'application s'est ouverte sur mon fil d'actualité, rempli de mises à jour de connaissances lointaines et d'anciens camarades de classe. J'ai cherché Rebecca Winston et j'ai trouvé son profil immédiatement. Ma sœur publiait fréquemment, sa vie un flot coloré de rassemblements sociaux, de réussites professionnelles et de moments familiaux. Sa publication la plus récente, partagée seulement 3 heures plus tôt, m'a coupé le souffle. Une photo de toute ma famille réunie autour d'une table chez Antonio S., un restaurant italien chic que ma mère avait toujours voulu essayer. Mon père, l'air détendu dans une chemise bleue à boutons que je n'avais jamais vue. Ma mère souriant largement, son bras enlacé au sien. Rebecca au centre du cadre, levant un verre de vin. Oncle James et tante Patricia, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Même Ben, mon meilleur ami d'enfance, qui était resté proche de ma famille malgré ma disparition progressive. La légende a écrasé le peu de sang-froid que j'avais conservé. Célébrer la famille sans les drames. Soirée parfaite avec les gens qui comptent le plus. 38 commentaires en dessous. Je les ai parcourus, chacun une nouvelle blessure. Tellement génial d'avoir un dîner paisible pour une fois. Ta mère a l'air si heureuse. Dis-lui que j'adore sa nouvelle coiffure. Meilleure réunion des Winston depuis des lustres. Rebecca avait répondu avec enthousiasme à chaque commentaire, sans jamais mentionner mon absence ou mon séjour à l'hôpital. C'était comme si j'avais été complètement effacé du récit familial. J'ai zoomé sur leur visage, cherchant des signes d'inquiétude ou de préoccupation, une indication que sous leur sourire se cachaient des pensées pour leurs membres de famille manquants. Mon père riait ouvertement à quelque chose de l'autre côté de la table. Les yeux de ma mère pétillaient de joie sincère. Rebecca avait l'air plus détendue que je ne l'avais vue depuis des années. La vérité m'a frappé avec une clarté stupéfiante, ils étaient plus heureux sans moi. J'ai posé mon téléphone, l'écran vers le bas, sur la couverture, incapable de regarder plus longtemps. L'équipement de surveillance a trahi ma détresse alors que mon rythme cardiaque grimpait. Une infirmière a passé la tête, demandant si j'avais besoin de quelque chose pour la douleur. La douleur physique aurait été plus facile à gérer que cette douleur creuse qui se propageait dans ma poitrine.
Je vais bien, ai-je menti. J'essaie juste de me mettre à l'aise. Elle a ajusté mon oreiller et est partie. Je suis resté immobile, fixant le plafond alors que les souvenirs affluaient, recontextualisés par cette nouvelle révélation. Les étés d'enfance au lac Chelan, où Rebecca et moi construisions des châteaux de sable élaborés pendant que papa faisait des grillades et que maman lisait des livres de poche sous un parasol. Les matins de week-end à regarder des dessins animés en pyjama, partageant un bol de céréales. Papa nous apprenant à pêcher à tous les deux, patients malgré nos emmêlements constants et nos appâts perdus. Maman pansant les genoux et les coudes écorchés, essuyant les larmes avec de douces réassurances. Quand est-ce que ça avait changé? Quand étais-je passé de fils et frère bien-aimés à une obligation familiale, l'invité importun dont la présence jetait une ombre sur les rassemblements? L'université avait été la première division. Tandis que Rebecca fréquentait l'université de l'État de Washington, restant assez proche pour des visites à la maison le week-end, j'ai choisi Stanford, mettant des centaines de kilomètres entre Portland et moi. Au début, j'appelais chaque semaine, partageant des histoires de cours et de nouveaux amis. Mais à mesure que la compétition académique s'intensifiait, ces appels sont devenus mensuels, puis occasionnels. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai accepté un poste à Seattle plutôt que de retourner à Portland, où mon père avait des relations dans toutes les grandes entreprises. Je fais mon propre chemin, avais-je déclaré fièrement. Mes parents ont soutenu ma décision en apparence, mais je me souviens maintenant de la blessure dans les yeux de ma mère lorsque j'ai signé le bail de mon appartement à Seattle. Les réunions de famille sont devenues de plus en plus tendues au fil des ans. Ma réussite professionnelle semblait irriter mon père plutôt que l'impressionner. Toute cette éducation pour aider les entreprises riches à devenir plus riches, avait-il un jour remarqué après que j'ai décrit un trimestre particulièrement réussi. J'avais rejeté son commentaire comme une pensée démodée, ne reconnaissant pas le jugement de valeur qui se cachait derrière. Rebecca et moi avons développé une politesse tendue. Notre proximité d'enfance s'est érodée par ma distance physique et émotionnelle. Elle s'est de plus en plus intégrée dans l'entreprise familiale, rénovant leur site web, modernisant les stratégies de marketing et finissant par prendre en charge les relations clients. Papa rayonnait de fierté en décrivant ses contributions. Mes contributions, en revanche, profitaient à des étrangers. Mon expertise construisait des logiciels que je ne pouvais pas expliquer à mes parents sans utiliser un jargon qui les excluait. Mon succès se manifestait par des promotions et des bonus qui m'éloignaient de la maison, pas qui m'en rapprochaient. Le dernier Thanksgiving, la tension avait atteint son paroxysme lorsque je suis arrivé en retard, ayant pris un appel client dans l'allée qui s'était étirée sur 40 minutes. Le dîner était déjà servi, ma chaise vide une accusation silencieuse. « C'est gentil de te joindre à nous », avait dit mon père, sans prendre la peine de cacher son irritation. Certains d'entre nous ont des emplois qui ne se terminent pas commodément à 17 heures, avais-je répondu. Ma mère est intervenue rapidement. Ton assiette est dans le tiroir réchaud, chérie. Toujours chaude. Mais le mal était fait. La conversation est restée guindée tout au long du repas. Je suis parti tôt le lendemain matin, prétextant des urgences de travail. Personne n'a semblé surpris ni particulièrement déçu. Maintenant, allongé dans un lit d'hôpital, mon corps en rébellion ouverte, je me demandais, avais-je organisé mon propre isolement, construit des murs si épais que même les appels de l'hôpital ne pouvaient les pénétrer? Je n'ai pas commenté la photo de Rebecca. N'ai pas envoyé de message pour les informer de mon état. L'orgueil, cette émotion des plus destructrices, m'empêchait de paraître vulnérable, d'admettre que j'avais besoin de ce que j'avais si négligemment rejeté, la famille. Le sommeil m'a fui cette nuit-là. Quand le docteur Elizabeth Thompson, la cardiologue, est arrivée pour la tournée du matin, elle a froncé les sourcils en regardant mes relevés. Vos marqueurs physiques s'améliorent, mais vos niveaux de stress restent préoccupants, a-t-elle dit en étudiant mon visage. Y a-t-il quelque chose qui vous trouble au-delà de l'évidente frayeur pour votre santé? J'ai envisagé de détourner sa question, mais je me suis trouvé trop épuisé pour faire semblant. Je viens de découvrir que ma famille célèbre mon absence plutôt que de s'inquiéter pour moi. Le docteur Thompson a tiré une chaise. Contrairement à l'efficacité clinique du docteur Williams, elle projetait une compassion sincère. Les relations familiales peuvent être compliquées, surtout lors d'une crise de santé. Voulez-vous en parler? Je me suis surpris à accepter son invitation. L'histoire a jailli, mon retrait progressif de la vie de famille, la relation compétitive avec Rebecca, la désapprobation de mon père, les appels de l'hôpital sans réponse, et enfin,
la publication dévastatrice sur les réseaux sociaux. Il semble que je me sois systématiquement retiré de leur vie pendant des années, ai-je conclu, et maintenant, ils ont simplement accepté mon absence comme l'état préféré. Le docteur Thompson a réfléchi. Ou peut-être y a-t-il un contexte qui vous manque. Les réseaux sociaux racontent rarement toute l'histoire. L'histoire complète est que j'ai priorisé le travail sur les relations jusqu'à ce que ces relations se flétrissent. Un cas classique de on récolte ce que l'on sème. L'amertume dans ma voix m'a surpris moi-même. Eh bien, monsieur Winston, que cette évaluation soit exacte ou non, votre priorité actuelle doit être le rétablissement. Le stress physique et émotionnel sont liés. Votre cœur ne peut pas guérir tant que vous êtes si angoissé. Elle avait raison, bien sûr. La logique médicale dictait de se concentrer sur le rétablissement, de mettre de côté le drame familial jusqu'à ce que mon corps se stabilise. Mais les émotions suivent rarement des voies logiques. Après le départ du docteur Thompson, j'ai pris une décision. Je reconstruirai ma vie sans dépendre des liens familiaux. S'ils étaient passés à autre chose, je le ferai aussi. Une fois sorti de l'hôpital, je restructurerai mes habitudes de travail, me ferai de vrais amis plutôt que des contacts de réseautage, peut-être même recommencerai-je à sortir. Je prouverai que Woody Winston pouvait prospérer de manière indépendante, sans la famille qui, apparemment, prospérait sans lui. Cette résolution m'a porté tout au long de la journée avec un calme artificiel. J'ai répondu poliment aux demandes des infirmières, mangé la nourriture fade de l'hôpital sans me plaindre, et ai même réussi à envoyer des textos brefs et optimistes à Gérald et Trevor sur l'amélioration de mon état. À l'intérieur, cependant, une vie de certitude avait été bouleversée. La fondation sur laquelle j'avais bâti mon identité ou le succès professionnel, la réussite individuelle, l'autonomie s'était fissurée de manière irréparable. J'étais à la dérive dans des eaux émotionnelles inconnues, sans la bouée de sauvetage que je n'avais jamais reconnu avoir besoin, le soutien inconditionnel de personnes qui me connaissaient avant que je ne devienne un CV de réussite. Cette nuit-là, j'ai rêvé de la maison de mon enfance. Dans le rêve, je me tenais dehors, regardant par les fenêtres ma famille réunie pour le dîner. Je frappais à plusieurs reprises, mais personne n'entendait. Quand j'ai essayé la porte, ma clé ne rentrait plus dans la serrure. Je me suis réveillé avec des larmes sur le visage, les premières que j'avais versées depuis les funérailles de mon grand-père une décennie plus tôt. La routine de l'hôpital s'est rapidement installée. Prise des constantes à 6 heures, petit déjeuner à 7h30, tournée des médecins à 9h, kinésithérapeute à 11h, me guidant à travers des exercices doux pour maintenir ma force sans fatiguer mon cœur en convalescence. Déjeuner à 12h30. Après-midi rempli de tests, échocardiogramme, analyse de sang, surveillance du stress. Dîner à 17h30, médicaments du soir. Lumière tamisée à 21h, bien que le sommeil soit resté insaisissable. Mon état s'est amélioré régulièrement, du moins selon les chiffres. La tension artérielle s'est stabilisée. Le rythme cardiaque s'est normalisé. La fatigue écrasante a reculé progressivement. Le docteur Williams semblait satisfait de mes progrès, bien qu'il ait maintenu que je devais rester hospitalisé pour une observation continue. Votre cœur a subi une tension importante, monsieur Winston. Nous devons nous assurer qu'il se rétablit vraiment avant de vous renvoyer chez vous, d'autant plus que vous vivez seul. Cette dernière partie m'a piqué plus qu'il ne l'avait probablement voulu. Trevor me rendait visite tous les jours, généralement pendant sa pause déjeuner, apportant des nouvelles du bureau et, le deuxième jour, un ordinateur portable pour que je puisse consulter mes emails. Gérald m'a rendu visite une fois, se tenant maladroitement au pied de mon lit dans son costume impeccable, m'assurant que mon poste restait sécurisé. Prends tout le temps dont tu as besoin, Woody. La présentation Méridian a été reportée au mois prochain. Diana et Trevor peuvent s'occuper de la préparation. Ces paroles auraient dû me soulager. Au lieu de cela, elles ont déclenché une anxiété inattendue. Si mon équipe pouvait fonctionner sans moi, étais-je aussi essentiel que je l'avais cru ? La pensée a été immédiatement suivie d'une prise de conscience plus troublante, je mesurais ma valeur à mon indispensabilité au travail, la mentalité même qui m'avait conduit dans ce lit d'hôpital. Miranda a organisé une carte signée par tout le département et a envoyé un modeste arrangement d'hortensia bleue. La note disait, « Les bureaux peuvent être remplacés, toi non. Rétablis-toi bien. » Un geste étonnamment personnel de la part de quelqu'un que je connaissais depuis moins de 6 mois. Diana a livré une pile de revues d'affaires et de rapports de l'industrie.
Je pensais que tu t'ennuierais peut-être, a-t-elle expliqué en les posant sur ma table de chevet, bien que les médecins aient dit de ne pas te stresser avec des questions de travail, alors c'était peut-être une mauvaise idée. Non, c'est attentionné, les jeux assurés, bien que les publications ne présentent remarquablement que peu d'attrait maintenant. Les projections trimestrielles et les analyses de marché qui avaient autrefois consumé mon attention me semblaient désormais abstraites, déconnectées de tout ce qui avait du sens. Le plus surprenant a été la présence constante de Jessica, l'infirmière de nuit affectée à mon étage. Contrairement aux infirmières de jour, efficaces mais détachées, Jessica m'engageait dans une véritable conversation pendant ses rondes. « Que fais-tu quand tu n'es pas en train de te provoquer des accidents cardiaques au travail ?» a-t-elle demandé la deuxième nuit, vérifiant ma perfusion avec des mains expertes. « Je travaille davantage, ai-je admis. » Elle a ri, un son chaleureux dans l'environnement stérile. Ça explique beaucoup de choses. Pas de passe-temps, pas de vie sociale, pas de passion en dehors du bureau? J'ai eu du mal à formuler une réponse qui ne sonne pas pathétique. Autrefois, j'avais joué au basketball en amateur, apprécié la randonnée sur les magnifiques sentiers entourant Seattle, et même tâté des cours de cuisine. Mais ces activités avaient été progressivement sacrifiées à des semaines de travail de 60 heures et à des sessions de projet le week-end. J'avais des centres d'intérêt, ai-je finalement dit. Je semble les avoir égarés. Jessica n'a pas jugé. Au lieu de cela, elle a partagé des histoires de sa propre vie, élever 2 adolescents en tant que mère célibataire, suivre des cours du soir pour obtenir un diplôme d'infirmière avancée, entretenir un petit jardin en pot sur le balcon de son appartement. Sa vie semblait chaotique, mais ancrée dans des liens authentiques. Le métier d'infirmière m'a appris quelque chose de précieux, a-t-elle dit lors de notre conversation de la 3e nuit. Demain n'est pas garanti. Ça sonne cliché, mais quand on voit des gens faire face à cette réalité tous les jours, ça change vos priorités. Ces paroles ont résonné plus que n'importe quel discours de motivation d'entreprise que j'ai jamais entendu. Le 3e jour, j'avais développé une nouvelle routine au sein de la routine hospitalière. Les matins pour les interactions médicales nécessaires, les après-midi pour la réflexion et la planification timide. À quoi ressemblerait réellement une vie équilibrée? Comment pourrais-je maintenir mon élan de carrière sans tout sacrifier? Les soirs pour regarder des documentaires en streaming sur mon téléphone, un petit plaisir que je m'étais refusé pendant des années, optant toujours pour des podcasts de l'industrie à la place. Pas une seule fois je n'ai tenté de recontacter ma famille. Leur silence était devenu une blessure que je refusais de rouvrir. Dans mon esprit, j'avais déjà commencé à construire un avenir sans les rassemblements de la famille Winston, les dîners de fête ou les célébrations d'anniversaire. Je construirais des liens ailleurs, peut-être en rejoignant une ligue sportive de loisirs, en renouant avec des amis d'université que j'avais négligés, en acceptant les invitations occasionnelles à l'apéro de mes collègues. Le docteur Elizabeth Thompson a continué à surveiller ma convalescence cardiaque, prolongeant souvent nos sessions au-delà de la nécessité médicale pour vérifier mon état émotionnel. Le lien entre l'esprit et le cœur est puissant, a-t-elle expliqué. La détresse émotionnelle peut se manifester physiquement, en particulier dans la fonction cardiaque. Quelque chose dans sa compassion directe a brisé ma façade professionnelle. Lors de sa visite le 3e jour, je me suis retrouvé à partager des pensées plus personnelles que je n'en avais révélées à personne depuis des années. J'ai construit toute mon identité autour de la réussite professionnelle, ai-je admis. Enlevez ça, et je ne suis pas sûr de qui reste. Le docteur Thompson a hoché la tête pensivement. De nombreux surdoués font face à cette question à un moment ou à un autre, bien que généralement pas dans des circonstances aussi dramatiques. J'ai toujours cru que je travaillais pour quelque chose de significatif, la sécurité, le succès, le respect. Mais maintenant, je me demande si je ne fuyais pas en réalité quelque chose. Comme quoi, a-t-elle élicité? La vulnérabilité, peut-être. La possibilité d'échouer dans les relations comme mon père a échoué dans son premier mariage avant de rencontrer ma mère. Le risque d'être jugé et trouvé insuffisant. Le docteur Thompson a souri légèrement. On dirait que vous faites du bon travail au-delà de la récupération physique. Nos conversations ont continué à brouiller la ligne entre la consultation médicale et la thérapie. J'ai appris qu'elle avait connu sa propre phase de bourreau de travail pendant son internat en médecine, détruisant presque son mariage avant de reconnaître le schéma. L'équilibre n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, a-t-elle dit. Il nécessite un ajustement constant, comme diriger un bateau, de petites corrections pour rester sur la bonne voie. Le 4e jour,
le docteur Williams m'a déclaré assez stable pour sortir le lendemain matin, bien qu'avec des limitations strictes d'activité et des rendez-vous de suivi obligatoires. Votre corps a besoin de repos continu, monsieur Winston. Pas de travail pendant au moins 2 semaines, temps d'écran limité, pas de stress. L'ancien Woody aurait argumenté, négocié, trouvé des échappatoires pour maintenir son implication professionnelle. Le nouveau Woody, encore en train d'émerger du traumatisme cardiaque et de la révélation émotionnelle, a simplement hoché la tête en signe d'acceptation. Ce soir-là, je me suis senti assez fort pour prendre une douche sans aide et enfiler des vêtements propres que Trevor avait apportés de mon appartement. Le simple fait de porter autre chose qu'une blouse d'hôpital a restauré un petit sentiment de normalité. Je me suis assis dans le fauteuil des visiteurs plutôt que dans le lit, regardant le coucher de soleil par ma fenêtre, contemplant les changements qui m'attendaient. Mon téléphone est resté silencieux sur la table de chevet. Pas d'appel ou de message de Portland, pas de demande de la famille sur mon état. J'avais fait la paix avec cette réalité. Du moins, c'est ce que je me disais. Demain, je retournerai à mon appartement, commencerai ma convalescence physique et mettrai progressivement en œuvre les changements de style de vie que cette expérience avait montré nécessaires. Peut-être qu'avec le temps, je recontacterai ma famille, quand je pourrai les approcher d'une position de plénitude plutôt que de besoin. L'univers, cependant, avait d'autres plans pour la réconciliation. Alors que Seattle sombrait dans l'obscurité et que les couloirs de l'hôpital se calmaient pour la nuit, mon avenir soigneusement construit était sur le point d'être complètement réécrit. L'horloge murale indiquait 2h17 du matin lorsque mon téléphone a éclaté de bruit, vibrant violemment sur la table de chevet. Je me suis réveillé en sursaut, momentanément désorienté dans la pénombre de la chambre d'hôpital. En tâtonnant pour trouver l'appareil, je m'attendais à un appel accidentel ou peut-être à un mauvais numéro. L'écran s'est illuminé de notifications, 73 appels manqués. 48 de mon père, 19 de ma mère, 6 de Rebecca. Tous au cours des 4 dernières heures. Un message texte est apparu alors que je regardais, incrédule, décroche. C'est plus grave que tu ne le penses. C'est sérieux. De mon père, envoyé il y a 3 minutes. Mon pouce a plané sur la notification. La colère, la confusion et la peur se disputaient la domination. Après 4 jours de silence, maintenant il cherchait désespérément à me joindre. Le moment semblait cruel, presque calculé pour coïncider avec ma convalescence. Avant que je puisse décider de répondre, le téléphone a de nouveau vibré. Appel entrant, papa. Je l'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, chaque sonnerie alimentant mon ressentiment. Ils avaient ignoré les appels de l'hôpital concernant l'urgence médicale de leur fils, mais attendaient une réponse immédiate à leur crise. Quelle qu'elle soit, elle pouvait sûrement attendre le matin. À la 6e sonnerie, quelque chose en moi a cédé. Peut-être étaient-ce les mots de Jessica sur les lendemains non garantis. Peut-être que la vulnérabilité des derniers jours avait adouci ma défense réflexe. Quelle que soit la raison, j'ai appuyé sur « Accepter ». Allô ? Ma voix me parut étrange, un mélange de sommeil persistant et de réserve émotionnelle. Woody. La voix de mon père ne contenait rien de son ton autoritaire habituel. Au lieu de cela, elle semblait rauque, désespérée. Dieu merci. Tu vas bien ? Si je vais bien ? L'incrédulité a aiguisé ma réponse. Je suis à l'hôpital depuis 4 jours. La meilleure question est, où étiez-vous ? À l'hôpital ? De quoi tu parles ? Une confusion sincère colorait ces mots. Quel hôpital ? Seattle Memorial. Je me suis effondré pendant une présentation lundi. Ils vous ont tous appelé à plusieurs reprises. Personne n'a répondu. Le silence s'est étiré pendant plusieurs secondes, rompu seulement par ce qui ressemblait à la respiration tremblante de mon père. Quand il a de nouveau parlé, sa voix avait diminué pour devenir quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Fils, nous sommes à l'Université des sciences de la santé de l'Oregon depuis jeudi dernier. Ta mère. Sa voix s'est brisée. Hélène a un cancer. Stade 4 du pancréas. Ils l'ont trouvé lors de son examen de routine. La pièce a semblé basculer sous moi. De toutes les explications possibles à leur silence, celle-ci ne m'était jamais venue à l'esprit. Quoi ? Non, ce n'est pas possible. J'ai vu la publication de Rebecca sur Facebook. Vous étiez tous chez Antonio S., en train de célébrer.
Célébrer? Un rire creux, totalement dépourvu d'humour. Ce dîner était à la cafétéria de l'hôpital après le premier traitement de radiothérapie de ta mère. Le chef là-bas travaillait chez Antonio S., il lui a fait son plat de pâtes préféré. Mais la légende de Rebecca. Célébrer sans les drames? Parce que ta mère a insisté pour qu'on ne te le dise pas avant ta grande présentation. Elle savait à quel point c'était important pour ta carrière. Sa voix s'est tendue. Elle nous a fait promettre d'attendre. Elle a dit, lui dire ne ferait qu'ajouter de la pression alors qu'il a besoin de se concentrer. Le drame, c'était son mot pour son diagnostic, minimisant toujours pour protéger tout le monde. Ma main libre s'est agrippée au rail du lit d'hôpital alors que les implications déferlaient dans ma conscience. Pendant que je ruminais leur apparente indifférence, ma mère me protégeait de la distraction. Pendant que je nourrissais un orgueil blessé à cause d'une publication mal interprétée sur les réseaux sociaux, ils commençaient le combat de leur vie. Pourquoi appelles-tu maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? La peur m'a serré la gorge. Une complication due à la radiothérapie. Ils ont dû la ramener en urgence. C'était grave. Sa voix s'est complètement brisée. Elle n'arrêtait pas de demander après toi. Quand on a essayé d'appeler, on tombait toujours sur la messagerie vocale. Rebecca a pensé à vérifier l'hôpital près de ton travail. C'est comme ça qu'on a appris ton effondrement. La honte m'a submergé en vagues nauséabondes. J'avais mis mon téléphone en silencieux pendant la tournée des médecins le premier jour et je n'avais jamais pris la peine de réactiver les notifications, supposant que personne n'appellerait. Papa, les mots me manquaient complètement. Dis-moi juste que tu vas bien, a-t-il dit, luttant audiblement pour garder son sang-froid. Ta mère a besoin de le savoir quand elle se réveillera. Je sors demain. Stress cardiaque dû au surmenage. Rien de permanent. Dieu merci pour ça, au moins. Le soulagement a momentanément éclairci son ton. Woody, je sais que les choses ont été tendues entre nous. Je sais que je n'ai pas toujours exprimé. Il a fait une pause, cherchant ses mots. Ta mère a besoin de nous tous maintenant. Peux-tu venir à Portland? La question ne nécessitait aucune réflexion. Je partirai dès qu'ils me laisseront sortir. Pendant les 20 minutes suivantes, mon père a comblé les lacunes. Les vagues plaintes de ma mère pour des douleurs dorsales qui se sont avérées être liées à une tumeur. Le diagnostic dévastateur quelques jours seulement après notre dispute au sujet de la célébration de son anniversaire. La famille se ralliant autour d'elle, se relayant à l'hôpital tout en maintenant l'apparence de la normalité pour honorer son souhait que je reste concentré sur ma présentation. Elle n'arrêtait pas de dire, ne le dérangez pas maintenant. C'est sa grande chance, a expliqué mon père, la voix épaisse d'émotion. Même quand ils lui ont annoncé le pronostic, elle s'inquiétait de gâcher ton opportunité. La révélation d'un amour si désintéressé de la part de la femme que j'avais déçue à plusieurs reprises a brisé quelque chose en moi. Les larmes ont coulé librement sur mon visage pour la deuxième fois en 20 ans. Papa, je me suis tellement trompé sur tout. Nous avons tous nos regrets, fils. Une douceur que j'avais rarement entendue de la part de Marcus Winston. Pour l'instant, concentrons-nous sur ta mère, sur le fait d'être la famille dont elle a besoin. Après avoir raccroché, je suis resté assis, immobile, dans la chambre d'hôpital assombrie. Toute ma vision du monde se réalignait. La photo que j'avais interprétée comme une exclusion avait été une protection. Le silence que j'avais lu comme un rejet avait été du respect pour mes objectifs professionnels. La famille que j'avais accusée d'abandon m'avait combattu sa propre bataille, honorant le souhait de ma mère de me protéger. J'ai appuyé sur le bouton d'appel, convoquant l'infirmière de nuit. Quand Jessica est apparue, j'ai expliqué la situation aussi calmement que mon état émotionnel le permettait. Je dois sortir demain à la première heure. Ma mère est à l'hôpital à Portland avec un cancer avancé. Je dois y aller immédiatement. Le comportement professionnel de Jessica s'est adouci avec compassion. J'alerterai le docteur Williams. Il fait sa tournée à 7 heures. Je ne peux pas promettre une sortie anticipée, mais je m'assurerai qu'il comprenne l'urgence. Merci, ai-je dit, le pensant plus profondément que ces simples mots ne pouvaient l'exprimer. Après son départ, j'ai appelé Rebecca. Ma sœur a répondu immédiatement, sa voix à la fois épuisée et alerte. Woody. Elle n'avait pas utilisé mon surnom d'enfance depuis plus d'une décennie. Papa t'a joint. Oui. Rebecca, je suis tellement désolé.
Je n'avais aucune idée pour maman et j'ai complètement mal interprété ta publication. Cette stupide publication. L'auto-incrimination remplissait sa voix. Maman a insisté pour qu'on agisse normalement, a dit qu'elle ne voulait pas devenir la dame au cancer pour tous ses amis tout de suite. Papa a suggéré Antonio S puisque c'était son restaurant préféré, mais elle ne pouvait pas supporter de la vraie nourriture de restaurant après la radiothérapie. Le chef de l'hôpital est intervenu. Je n'aurais jamais dû la publier. Non, j'aurais dû appeler plus souvent. J'aurais dû être là pour son anniversaire. J'aurais dû être un meilleur fils. Nous aurions tous dû faire beaucoup de choses différemment, soupira Rebecca. Mais maman ne pense pas comme ça. Elle veut juste sa famille réunie maintenant. J'arrive demain, dès qu'ils me relâcheront. Bien. Elle sera tellement soulagée. Une pause. Woody, tu m'as manqué. Le vrai toi, pas la version robot d'entreprise. La simple honnêteté de sa déclaration a transpercé mon armure professionnelle soigneusement construite. Tu m'as manqué aussi, Becca. Vous m'avez tous manqué. J'ai juste oublié comment le montrer. Nous avons parlé jusqu'à ce que l'aube se lève sur Seattle, partageant nos craintes sur le pronostic de notre mère et nos espoirs pour son traitement. Pour la première fois depuis des années, nous avons parlé en tant que frères et sœurs plutôt qu'en tant que concurrents, unis par l'amour pour la femme qui nous avait donné la vie et qui faisait maintenant face à sa fin potentielle. Quand le docteur Williams est arrivé pour la tournée du matin, il m'a trouvé habillé et mes bagages faits, les papiers de sortie prêts à être signés. L'infirmière Jessica a mentionné votre urgence familiale, a-t-il dit en examinant mon dossier. Vos chiffres sont bons, mais je dois insister sur l'importance d'un repos continu et de soins de suivi. Je comprends. Je trouverai un cardiologue à Portland. Il m'a étudié, remarquant peut-être la transformation qui s'était produite pendant la nuit. Le soutien familial est un excellent médicament, Monsieur Winston. Peut-être que cette situation, aussi difficile soit-elle, pourrait bénéficier à votre rétablissement de manière inattendue. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. Alors que Trevor arrivait pour me conduire à la gare, j'ai envoyé un dernier texto à mon père, en route. Dis à maman que je l'aime. Dis-lui que je comprends enfin ce qui compte. Le trajet en train de Seattle à Portland a duré 3h26. Chaque kilomètre me rapprochait d'une réalité que j'avais passé des années à éviter, ma place au sein de la famille Winston, avec toutes ses complications, ses attentes et cet amour inconditionnel que j'avais pris pour acquis. Trevor m'avait conduit à la gare de King Street, portant mon petit sac de voyage. Malgré mes protestations, Gérald dit de prendre tout le temps dont tu as besoin, m'a-t-il assuré sur le quai. L'équipe s'en chargera. La famille d'abord. La famille d'abord. Un concept si simple qui m'était devenu étranger. Portland m'a accueilli avec sa bruine caractéristique, le ciel gris correspondant à mon humeur alors que je prenais un taxi directement pour l'Université des sciences de la santé de l'Oregon. Le complexe hospitalier se dressait, grand et institutionnel, pourtant quelque part à l'intérieur de ces murs se trouvait le centre de mon univers, une femme qui m'avait aimé sans condition, même quand j'avais été le plus détestable. Trouver les tâches d'oncologie a nécessité de naviguer dans un labyrinthe de couloirs et d'ascenseurs. Mon cœur battait la chamade, non pas à cause de l'effort, mais de l'anticipation. Que allais-je dire? Comment pourrais-je exprimer les transformations des dernières 24 heures? Rebecca m'a repéré la première, se levant d'une chaise de la salle d'attente, son visage montrant la tension des nuits blanches et de l'inquiétude constante. Sans un mot, elle s'est jetée dans mes bras, ses épaules secouées de larmes silencieuses. Je suis tellement désolé, ai-je murmuré dans ses cheveux. Elle s'est reculée, essuyant ses yeux. Elle se repose. Papa est avec elle. La complication était une réaction sévère à la radiothérapie. Ils ont ajusté son protocole. C'est grave, vraiment, ai-je demandé, ayant besoin de la vérité brute. L'expression de Rebecca a confirmé mes craintes. Un taux de survie à 5 ans de 20%. Mais maman a déjà déjoué les pronostics, et elle est déterminée à nous voir tous les deux bien installés avec nos propres familles, comme elle dit. La chambre d'oncologie était faiblement éclairée, les moniteurs bipant doucement. Mon père était assis près du lit, tenant la main de ma mère, sa présence normalement imposante diminuée par le chagrin et l'épuisement. Il a levé les yeux à notre entrée, le soulagement se lisant sur son visage. Woody. Il s'est levé, m'étreignant avec une force inattendue. Elle demandait après toi. Et là,
Au milieu des tubes et des fils, se trouvait Helen Winston. Ses traits normalement vifs étaient décharnés, sa peau cireuse, ses épais cheveux bruns déjà clairsemés par le traitement. Pourtant, quand elle a ouvert les yeux et m'a vu, le sourire qui a illuminé son visage contenait toute la chaleur et l'amour qui avait défini mon enfance. « Mon garçon » a-t-elle murmuré, sa voix faible mais joyeuse. « Tu es venu » Je me suis approché de son lit, prudemment, prenant sa main libre, attentif à la perfusion. « Bien sûr que je suis venu, maman. Je suis tellement désolé qu'il ait fallu ça pour me ramener à la maison. »« N'importe quoi » a-t-elle dit avec une fermeté surprenante. « Tu construisais ta carrière. C'est important aussi. Pas aussi important que ça. Pas aussi important que toi. La vérité que j'avais oubliée dans mon ambition aveugle. » Ses yeux ont scruté mon visage. « Tu as l'air fatigué, chérie. Rebecca a mentionné que tu étais aussi à l'hôpital. Il fallait bien que ma mère s'inquiète pour moi alors qu'elle luttait pour sa propre vie. Juste un rappel à l'ordre pour mieux prendre soin de moi. Rien de grave. » Mon père s'est éclairci la gorge. « Ton fils s'est effondré d'épuisement et de tension cardiaque. Apparemment, il s'est tué au travail. » Son ton ne contenait aucun jugement, seulement de l'inquiétude. L'expression de ma mère est passée à une inquiétude maternelle. « Woody Alexander Winston, as-tu encore sauté des repas? Tu ne dors pas. » La normalité de sa réprimande a brisé quelque chose en moi. Les larmes ont coulé librement alors que je m'agenouillais près de son lit. « Maman, j'ai été si perdu, si dans l'erreur sur ce qui compte. Je pensais que le succès signifiait des promotions et des projets, mais je manquais tout ce qui était important. » Ses doigts fins ont caressé mes cheveux, un geste de l'enfance qui a débloqué un flot de souvenirs. Nous trouvons tous notre chemin à la fin, chérie. Certains chemins prennent juste plus de temps que d'autres. Pendant l'heure suivante, nous avons parlé en famille. Vraiment parlé, sans les sous-entendus compétitifs ou l'évitement prudent des sujets sensibles qui avaient caractérisé nos interactions ces dernières années. La maladie de ma mère avait dépouillé les faux-semblants, ne laissant que ce qui était authentique et essentiel. J'ai appris que Rebecca avait porté le poids de l'entreprise familiale pendant que notre père prenait un congé prolongé pour soutenir le traitement de maman. Que mes parents avaient essayé de me joindre plusieurs fois avant ma présentation mais avaient respecté ma concentration quand je n'avais pas rappelé. Que la légende, sans drame, avait été une blague de ma mère sur sa propre condition, sa façon de maintenir la normalité face à des nouvelles dévastatrices. « Je ne voulais pas t'accabler » a-t-elle expliqué. « Ton père a dit que cette présentation pouvait changer ta carrière. » « Rien ne vaut ce temps avec vous, » ai-je répondu, pensant chaque mot. « Rien. » À l'approche du soir, ma mère s'est fatiguée. L'oncologue, le docteur Chen, est arrivé pour discuter des ajustements de traitement, exprimant un optimisme prudent quant au nouveau protocole. Avant de partir, mon père m'a pris à part dans le couloir. « Fils, ta mère se bat de toutes ses forces, mais la route sera longue et difficile. Nous devons être réalistes quant à ce qui nous attend. » J'ai hoché la tête, le planificateur stratégique d'entreprise en moi calculant déjà la logistique. Je vais être transféré temporairement à notre bureau satellite de Portland. Mon bail à Seattle est mensuel. Je peux trouver quelque chose ici près de l'hôpital. Les yeux de mon père se sont légèrement agrandis. Tu ferais ça? Quitter ton poste? Je ne quitte rien d'important, ai-je dit avec une certitude que je n'avais jamais ressentie pour une décision commerciale. Gérald m'a déjà assuré que mon emploi est en sécurité. Et franchement, même si ce n'était pas le cas, certaines choses comptent plus. Pour la première fois de ma mémoire d'adulte, Marcus Winston m'a étreint sans réserve, sa carrure puissante secouée par l'émotion. Tu m'as manqué, fils. Le vrai toi. Rebecca nous a rejoints, formant un cercle de solidarité Winston dans ce couloir d'hôpital stérile. On fait ça ensemble, a-t-elle dit, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été de toute la journée. Tous ensemble. Les semaines suivantes ont établi une nouvelle normalité. J'ai trouvé une location à court terme à distance de marche de l'hôpital. Le bureau de Portland m'a accueilli, m'offrant des horaires flexibles qui s'adaptaient au calendrier de traitement de ma mère. Gérald a tenu sa promesse de protéger mon poste, suggérant même que la relocalisation temporaire pourrait bénéficier à nos opérations à Portland. Le plus surprenant, c'est que le docteur Elizabeth Thompson de Seattle Memorial a pris contact,
recommandant un collègue à Portland pour mon suivi cardiaque et s'enquérant de mon bien-être émotionnel. Notre relation professionnelle a évolué en amitié, ajoutant une lueur inattendue à des jours difficiles. La bataille de ma mère s'est poursuivie avec des traitements exténuants, des revers et de petites victoires. Certains jours, elle pouvait à peine parler à travers la nausée et la douleur. D'autres jours, son esprit brillait si fort qu'il était possible d'oublier brièvement la gravité de son diagnostic. À travers tout cela, notre famille est restée unie. Les petites compétitions et les malentendus du passé ont été remplacés par un soutien et une appréciation sincère. Un mois après mon arrivée à Portland, nous avons reçu des nouvelles prudemment positives. La tumeur avait répondu au traitement, diminuant de manière mesurable pour la première fois. Pas encore sorti d'affaire, a averti le docteur Chen, mais nous allons définitivement dans la bonne direction. Ce soir-là, nous avons célébré avec des plats à emporter de son restaurant thaïlandais préféré, servis dans la belle vaisselle dans sa chambre d'hôpital alors qu'elle retrouvait un véritable appétit pour la première fois depuis des semaines. Elle a regardé sa famille avec un contentement indubitable. Ceci, a-t-elle dit en nous désignant tous, c'est ce pourquoi j'ai prié. Pas seulement pour aller mieux, mais pour que ma famille soit à nouveau entière. Rebecca a levé son verre d'eau en toastant, à la famille, la vraie mesure du succès. Mon père et moi nous sommes joints au toast, les simples gobelets en plastique ayant plus de sens que n'importe quelle flûte de champagne en cristal lors d'une célébration d'entreprise. Plus tard, en rentrant à mon appartement temporaire, j'ai réfléchi au voyage qui m'avait mené ici. Mon effondrement pendant cette présentation m'avait semblé une catastrophe professionnelle, une humiliation personnelle et un échec physique combiné. Pourtant, sans ce moment, sans ce séjour forcé à l'hôpital et cette publication mal interprétée sur les réseaux sociaux, aurais-je retrouvé le chemin de ce qui comptait vraiment ? Parfois, nos plus grands échecs ouvrent les portes de nos succès les plus importants. Ma carrière réussie m'avait éloigné de la connexion authentique. Mon effondrement physique avait finalement empêché un effondrement émotionnel et spirituel plus profond. Le lendemain matin, j'ai établi un nouveau rituel. Avant de consulter mes emails professionnels ou de m'attaquer à des projets à distance, je commençais chaque journée en écrivant dans un journal que le Dr Thompson m'avait suggéré. L'entrée d'aujourd'hui reflétait ma compréhension évolutive, le succès sans personne avec qui le partager n'est qu'une réussite. La réussite sans amour n'est qu'une activité. L'activité sans but n'est qu'un mouvement. J'ai passé des années en mouvement, le confondant avec le progrès. Le vrai progrès se mesure en moments de connexion, pas en étapes franchies. En amour donné et reçu, pas en postes obtenus. En présence, pas en productivité. La bataille de ma mère continue. Le pronostic reste incertain, mais quel que soit le temps que nous avons ensemble maintenant, il est authentique, libéré de faux semblants ou de compétition. Rebecca et moi avons redécouvert notre lien fraternel, nous soutenant mutuellement à travers les jours difficiles. Mon père et moi avons établi une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur des attentes tacites. Quant à ma carrière, elle a trouvé sa juste place dans ma vie, importante, mais pas centrale. Une partie de mon identité, pas sa fondation. Le contrat Méridien a été décroché en mon absence, prouvant à la fois que mon équipe était plus capable que je ne leur avais permis de l'être, et que ma valeur ne dépendait pas de ma présence constante. Les mots du docteur Elizabeth Thompson résonnent fréquemment dans mon esprit, l'équilibre n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes. Il nécessite un ajustement constant, comme diriger un bateau. De petites corrections pour rester sur la bonne voie. Chaque jour apporte des occasions de faire ces corrections. Parfois, je dérive vers de vieilles tendances de bourreau de travail. Parfois, les dynamiques familiales déclenchent des schémas défensifs familiers. Mais la prise de conscience est le début du changement. Et ma conscience n'a jamais été aussi aiguë. 4 mois après mon effondrement, je me tenais devant un public différent. Pas des dirigeants ou des clients, mais ma famille réunie pour la célébration de l'anniversaire de ma mère. Retardé, mais pas oublié. En levant mon verre pour trinquer à la femme qui m'avait donné la vie 2 fois maintenant, j'ai réalisé que j'avais enfin trouvé un succès digne d'être célébré. Parfois, la plus grande distance que nous parcourons est le voyage de notre tête à notre cœur. De ce que nous pensons qui compte à ce que nous savons qui compte. De l'ambition au but. Du succès à la signification. Qu'est-ce que votre parcours vous a appris sur la vraie connexion ? Avez-vous déjà confondu la réussite avec l'épanouissement, comme je l'ai fait ? Laissez un commentaire ci-dessous sur une fois où la vie vous a redirigé vers ce qui compte vraiment. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez aimer,
vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce rappel aujourd'hui. Nous sommes tous en constante évolution, et parfois la chose la plus puissante que nous puissions faire est de partager nos luttes pour que les autres se sentent moins seuls. Merci de faire partie de mon voyage, et je vous souhaite de la clarté pour trouver ce qui compte vraiment dans le vôtre.